Est-ce qu'on ferait pas un petit clap? Vas-y, je te laisse le faire parce que j'ai mis ma préférée. Voilà, comme ça vous avez le on et le off de comment ça se passe quand il y a des caméras. Je ne sais pas si vous nous connaissez, si vous nous avez reconnus. Donc je vais laisser la primeur à Charline de se présenter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Charline et je suis sage-femme, d'où le pluridisciplinaire. Est-ce qu'il y a des personnes devant moi qui ne sont pas kinés? Vous êtes... Que faites-vous dans la vie? Vous êtes étudiante kiné? Ah oui, ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont ni kinés ni étudiants kinés? Vraiment, on est dans la kinésithérapie. Ouais. Tu es ostéo et psychologue, c'est ça? Ok, et ostéo. Ok, ça roule. Donc moi, je suis sage-femme et donc je suis très contente de pouvoir parler de douleurs pelviennes avec Sabrina et avec vous tous aujourd'hui pour vraiment parler de dans quelle mesure on peut être complémentaire sur ce sujet. Pour me présenter davantage, donc, je suis sage-femme libérale. En plus de mon métier, je crée du contenu sur les réseaux sociaux comme Sabrina dans le but de rendre accessible de l'information autour de la santé de la femme, gynécologie et grossesse. Car si jamais vous ne le saviez pas encore, vous le savez maintenant, les sages-femmes ne font pas que du suivi de grossesse, mais aussi du suivi gynécologique, donc contraception. On accompagne vraiment des premières règles à passer la ménopause, examen clinique, dépistage frottis, examen mammaire, tout ça pour toute femme en bonne santé. C'est la différence avec les gynécos. Et voilà. À toi, Sabrina. Ben, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sabrina. Je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Depuis plusieurs années maintenant, je suis spécialisée en rééducation abdomino-périnéale. J'ai aussi une autre corde à mon arc que je fais pas mal de peau et de cicatrices. Maintenant, ça s'appelle l'AFPDF ou la PDF, la physio-dermato-fonctionnelle. Mais finalement, ça fait sens parce qu'en tant que kinésithérapeute, ben, le premier organe qu'on touche, c'est la peau. Donc, dès qu'il y a des cicatrices et dès que la peau n'est plus fonctionnelle, c'est notre rôle de travailler dessus. Et ben, il y a quelques années, j'ai décidé de vulgariser toutes nos connaissances au profit du grand public. Et donc, sur les réseaux sociaux, je m'appelle Sab Santé. Donc, si vous ne me connaissez pas et que vous avez envie de nous suivre, Sab Santé, Charline Sage-Femme. Voilà, vous avez plein d'infos. Et vous pouvez aussi vous servir de nos supports pour les patients. En vrai, on est attentifs toutes les deux, même si des fois on y met des formes un peu comiques, un peu rigolotes, à amener du contenu santé de qualité. Parce que ben, sur les réseaux sociaux, parfois, il faut combattre aussi les fake made, donc les fausses informations médicales. Donc c'est pour ça qu'on crée du contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va sortir un peu des réseaux sociaux, on va se focaliser sur la santé et la santé de la femme. La santé périnéale au sens large, il y a des hommes. On peut faire douleur du périnée et homme, ça existe. C'est plus rare, mais ça existe. J'avais envie d'abord de vous redéfinir la douleur, parce que je crois que c'est notre quotidien à tous. La plainte du patient, la douleur du patient. Mais je ne suis pas certaine qu'on connaisse toutes et tous la définition. Donc je vais prendre ma fiche et je vais lire. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en des termes évoquant une telle lésion. Donc ça pourrait paraître un fourre-tout, mais en fait c'est juste totalement vrai. C'est-à-dire qu'il y a le ressenti du patient qui prime et toute douleur est légitime. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais vous reteniez. La plainte du patient ou de la patiente est toujours légitime. Et nous, notre rôle, c'est de savoir si la lésion tissulaire, elle est réelle, si elle est présente ou pas, et du coup, vers qui rediriger si elle est présente ou si elle n'est pas présente, et surtout, ben, si elle est urgente et grave ou pas. Et c'est en ça qu'on est au cœur de la pluridisciplinarité, parce que quand on a des patients et surtout des patientes qui ont des douleurs périnéales, pelviennes, vulvaires, ben, la place de la sage-femme et de la gynécologie est primordiale. Tout à fait. Donc, que faire? On imagine, vous êtes dans votre cabinet, une patiente vient vous voir, peu importe son motif de consultation initiale, et vous dit « j'ai mal là en bas ». La question, c'est, imaginons, elle vient même pour sa rééducation du périnée et vous, vous êtes formé en prise en charge des douleurs. Est-ce que vous prenez forcément en charge cette douleur? Est-ce que, quelles questions il est intéressant de lui poser? Est-ce qu'il y a nécessité de la rediriger vers un autre professionnel de santé? Et donc, je vais vous partager tout ce à quoi je pense, moi, en tant que sage-femme, quand une patiente me dit « j'ai mal
là en bas. Et comme Sabrina l'a dit, bien évidemment, il y a des douleurs qui sont non urgentes, non graves, dans le sens qu'on ne se dit pas, oh là là, vraiment vite, 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 il faut vraiment qu'on mette en place un traitement, sinon ça peut se dégrader rapidement. Mais forcément, on est toujours obligé de penser au pire des cas pour ensuite se dire, OK, on n'est pas dans ce cas-là, on peut respirer et on peut prendre plus de temps. Le pire des cas, quand on a une douleur, donc vraiment, on décrit la région pelvienne comme toute cette partie entre les os du bassin. Nous, on dit une phrase, je ne sais pas si vous la connaissez cette phrase-là, mais en tout cas, nous, en tant que sage-femme, on l'apprend beaucoup, c'est « toute douleur pelvienne est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire ». C'est hyper dur, fort heureusement, c'est rarement une grossesse extra-utérine, mais c'est pour dire que c'est tellement grave qu'on est obligé en premier lieu d'éliminer cette cause. Comment on fait pour éliminer cette cause ? Il y a une personne qui vous dit « Ah, je ne sais pas, j'ai mal là, je ne sais pas ce que j'ai ». Est-ce que vous êtes enceinte ? Non, vraiment pas du tout. Ou oui, je suis enceinte. Et là, si elle vous dit qu'elle est enceinte, l'autre question, c'est est-ce que vous avez déjà fait une écho ? Vous, dans votre tête, vous vous dites est-ce qu'on sait où se trouve cette grossesse ? Ok, elle est dans l'utérus. Bon, on n'est pas en mode, ok, donc c'est pas une grossesse extra-utérine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres urgences, mais déjà, j'ai éliminé ça. Si elle vous dit, bah ouais, j'ai découvert hier que je suis enceinte, d'ailleurs, ça me fait peur d'avoir mal, je comprends pas, peut-être que je suis en train de faire une fausse couche, bien évidemment qu'elle pense à ça, et ça peut être une cause, mais nous, on doit tout de suite se dire, vous avez mal à quel point ? Est-ce que vous avez des saignements ? Je suis désolée de vous dire, mais en fait, on va arrêter cette consultation. Vous êtes enceinte, vous avez des douleurs. Je vois sur votre visage que ça fait très mal. Vous allez partir aux urgences. C'est une urgence. Vraiment, la prise en charge d'une grossesse extra-utérine, le risque, c'est que cette grossesse, elle se développe tellement potentiellement dans la trompe que la trompe, elle rompe, qu'il y ait une hémorragie. Bref, en fait, ça peut être très grave pour la femme. Fort heureusement, c'est extrêmement rare. Mais une fois qu'on a éliminé ça, à quoi on pense d'autre ? Bien évidemment, on localise la douleur. Est-ce que ça a l'air d'être plutôt sur les côtés, potentiellement les ovaires ? Est-ce que ça a l'air d'être plutôt au niveau de l'utérus ? Est-ce que ça a l'air d'être plus bas dans le vagin ? Ou même sur la vulve ? De toute façon, dès que la patiente, elle exprime une douleur, après, c'est à vous d'évaluer dans quelle mesure l'échelle de la douleur est haute. Si c'est très haut, on n'hésite pas à réorienter. Mais de toute façon, qui dit douleur dit qu'on doit faire chercher une cause médicale de la douleur. Vérifier qu'il n'y ait pas une infection. Vérifier à l'échographie qu'il n'y ait pas un saignement, qu'il n'y ait pas des kystes sur l'ovaire, qu'il n'y ait pas une potentielle torsion d'ovaire. Donc vraiment, nous, on doit faire et un prélèvement vaginal et une échographie. C'est juste que ça ne se fait pas forcément aux urgences. Parfois, on peut se permettre d'attendre quelques jours pour qu'il y ait une consultation. Si elle vous décrit quelque chose qui date depuis un petit moment, elle a déjà vu sa sage-femme, son gynécologue, son médecin généraliste, et juste elle a une douleur, et souvent on pense de plus en plus à l'endométriose. C'est important vraiment de rappeler que toute douleur pelvienne n'est pas une endométriose. Vraiment, il y a plein d'autres choses, c'est important d'y penser. Mais il y a d'autres troubles aussi, savoir si la patiente, elle prend une contraception ou non, s'il y a des saignements ou non, si elle est ménopausée ou non aussi. Parce qu'un truc qui doit vous faire tilter, c'est une personne qui est ménopausée, qui vous parle de douleur, qui en plus vous dit qu'elle a eu des saignements. Ce n'est pas du tout normal, il faut vraiment qu'elle aille rapidement consulter. Clairement, nous, si on entend ménopause, douleur, saignement, on pense à cancer. Donc, il y a comme ça des choses qui doivent vous faire tilter, c'est l'échelle de la douleur, saignement ou non, où se situe la douleur, et puis après, son moyen de contraception, oui ou non, et sa vie intime. Est-ce qu'elle a fait un dépistage des IST récemment ? Est-ce qu'elle se protège, oui ou non ? Et aussi, bien évidemment, vous, ce que vous pouvez faire, c'est bien évidemment regarder cette vulve avant même de la toucher, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi des pathologies dermatologiques qui créent des douleurs, qui ne sont, quand on n'arrive pas à trouver, au prélèvement, il n'y a rien, et elle vous dit vraiment typique des vestibulodynies, vous savez, ces douleurs, par définition, pour lesquelles on n'arrive pas à trouver de cause médicale, biologique, et pourtant il y a bien une douleur décrite à la vulve. Et une chose à laquelle on ne pense pas avant de détecter vraiment les douleurs sans cause, c'est la dermato. Et donc c'est là aussi, quand on pense pluridisciplinarité, à pourquoi pas penser au dermatologue aussi. Psoriasis, eczéma, lichen, ça fait partie aussi des causes de douleur. Et après, il y a des choses qui ne se voient pas, et tout ce qui est du champ de
l'endométriose, toutes les douleurs pendant les rapports, que ce soit à la vulve, que ce soit dans le vagin, que ce soit en profondeur. De toute façon, on élimine toujours les causes organiques par une échographie. Et après, c'est là où les kinés spécialisés et aussi les sages-femmes spécialisées peuvent prendre en charge les patientes. Merci beaucoup. Qui c'est qui dans l'Assemblée est kiné du périnée, spécialisé? Super, oui, Julie. Super. Donc les kinés spécialisés, je pense qu'il y a des trucs qui vous ont parlé, où vous vous êtes dit oui, c'est nos red flags, il faut faire attention. Les autres, je pense que peut-être Charline vous a parlé chinois. C'était chinois? Non. Posez-moi des questions en cours de... Ok. Bon, alors saignement, déjà, échelle de la douleur et à quoi ressemble la tête de la patiente. Super. Donc c'est très clair, donc parfait. Et c'est vrai que nous, c'est notre quotidien. Sur une lombalgie, vous allez avoir les red flags qui vont vous demander est-ce que c'est neuro, est-ce que c'est vasculaire, est-ce qu'on garde le patient? En périnéo, c'est exactement pareil, sauf que c'est des pathologies qu'on ne voit pas trop à l'école et dont on n'entend pas trop parler dans nos cabinets quand on ne fait pas de périnéo. Et c'est là où c'est hyper important de connaître nos red flags parce que nous, notre job, ça va être juste de rediriger la patiente pour limiter le manque de chance de la patiente de guérir, voire de survivre ou voire de garder ses trompes parce qu'il y a des vraies urgences. Une fois qu'on a enlevé ça, où c'est pas notre métier, ça nous appartient pas, mais on a au moins notre échelle de red flag et on a redirigé vers une sage-femme, si on travaille avec une sage-femme, vers un gynécologue ou vers le médecin généraliste ou les urgences, on sait que la suite, ça peut être notre partie. Et donc, je peux rebondir ? Je vais juste rebondir tout de suite. Si jamais vous vous dites, mais est-ce que je peux rediriger vers une sage-femme vu qu'elle prend justement pas en charge les pathologies? Nous, notre frontière, c'est qu'on les prend pas en charge, mais par contre, on peut les dépister. Donc vraiment, que ce soit médecin généraliste, sage-femme ou gynécologue, quand la patiente elle a une plainte, même si son professionnel de santé qui la suit habituellement n'est pas disponible, c'est là aussi où parfois c'est intéressant de... En fait, nous, parfois, on a plus de turnover, d'ailleurs, comme les médecins généralistes, dans nos agendas. Et donc, ça peut dépanner aussi la patiente parce qu'en fait, on peut lui prescrire les bilans, en analyser certains et réadresser si besoin, et au moins ça lui fait gagner du temps si sa gynéco est dispo que dans 6 mois. Donc vous pouvez adresser vers une sage-femme. Oui. Oui, sur les infections. Oui, tout à fait. Pour le coup, les infections, la plupart, on peut les traiter, y compris les infections urinaires maintenant, par exemple. Les gynécos, c'est compliqué et en plus, elles ont le réseau. C'est-à-dire que nous, quand on est kiné du périnée, on a un réseau. Mais quand vous êtes kiné et que vous ne faites pas de périnéo, en général, le réseau de gynécologues, vous ne l'avez pas. Donc, le réseau, c'est ce qui fait la différence sur la prise en charge. Maintenant, il y a Omnidoc, donc le réadressage, etc. Forcément, une sage-femme, elle va tout de suite avoir le bon réseau, elle va tout de suite rediriger à la bonne personne. Alors que nous, potentiellement, on ne pourra pas, surtout si on ne fait pas de périnéo. Si on fait de la périnéo, ça fait partie de notre job, mais sinon, non. Donc, du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, c'est quoi la place de la kinésithérapie dans la douleur et dans le périnée? Elle est extrêmement large. À mon micro, mes cheveux, il faut penser à tout. La douleur en kinésithérapie, c'est notre quotidien. Accueillir la plainte du patient ou de la patiente, savoir si la douleur, elle est plutôt musculaire, neurologique, tissulaire, c'est notre métier. Dites-vous bien qu'au niveau du périnée et du pelvis, c'est pareil. C'est juste que c'est une zone qu'on aborde moins fréquemment, dont on voit peut-être moins l'anatomie en cours, et ça dépend de plus en plus des écoles, et dont on a le plus souvent moins de pratique, parce que dans nos cabinets, quand on n'est pas spécialisé, les gens viennent moins vers nous. Mais en fait, une fois qu'on connaît l'anatomie basico-basique d'un pelvis et d'un périnée, en fait, notre job est exactement le même, c'est savoir qu'est-ce qui fait mal. Est-ce qu'on sait quelle structure fait mal? Est-ce qu'au toucher, ça fait mal? Est-ce qu'à l'activité physique, ça fait mal? Est-ce que la nuit, ça fait plus mal que le jour? Est-ce que c'est inflammatoire? Est-ce que c'est positionnel? Est-ce que c'est vasculaire? Est-ce que c'est neurologique? Il y a une pathologie neurologique dont on entend de plus en plus parler, mais souvent on nous dit « oui, mais mon kiné, je lui en ai parlé, il ne sait pas ce que c'est la pudendalgie ». Pourtant, la pudendalgie, c'est une sciatique des fesses. Hein. C'est tout pareil qu'une sciatalgie,
C'est juste que ce n'est pas tout à fait le même nerf, c'est le nerf pudendal, c'est les mêmes racines nerveuses. Donc à partir du moment où on travaille sur des lombaires, on est tout à fait à même de demander aux patients s'il y a des signes vulvaires ou des signes testiculaires. Et après, il suffit à nouveau de connaître notre anatomie, donc les canaux vasculo-nerveux pour savoir où ça passe, les contractures périnéales, les contractures de l'obturateur interne. Et on va faire toutes les techniques qu'on a dans notre boîte à outils, des trigger points, tout simplement, des mobilisations, des activations musculaires, du drainage et la gestion de la douleur du patient. Puisque si vous avez les bases en neurophysiologie de la douleur, vous savez qu'il y a 3 niveaux d'intégration. Donc il y a la douleur tissulaire, nociceptive, il y a la douleur nerveuse, neuropathique, et il y a la douleur cérébrale, nociplastique. Et tout ça, ça dépend aussi de l'état psycho-émotionnel du patient. Et c'est très bien dit dans la définition de la douleur, c'est pour ça que je l'ai repris dès le début. Toute douleur est légitime. Notre rôle, c'est d'écarter les urgences vitales, les urgences médicales. Mais après, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il ne faut pas prendre en charge la douleur. Et notre rôle, il est très important en ce moment-là parce qu'elles vont arriver, en fait, souvent, en périnéologie, elles auront fait tout ce qu'a décrit Charline. Elle a dit, mais vous n'avez rien. La vestibulodynie, tu en as parlé. Elles ont refait des biopsies. On aura cherché maintes et maintes choses et on dit, vous n'avez rien. C'est hyper violent en fait quand la patiente elle a mal et puis c'est des douleurs qui sont assez costauds, la vestibulodynie vraiment. On est sûr et en fait la vestibulodynie c'est une hyperactivité neurologique des récepteurs à la douleur sur le vestibule. Le vestibule c'est l'entrée du vagin, c'est entre les lèvres internes et l'entrée du vagin. C'est hyper je cherche mes mots, c'est pas vascularisé mais sensibilisé. Ouais. Il y a plein de récepteurs nerveux. C'est ça que je voulais dire, mais je n'ai pas trouvé le mot. Et ces récepteurs nerveux, finalement, dans la vestibulodynie, ils dysfonctionnent. Ils sont suractivés. On a une sensibilisation périphérique qui aura entraîné, en fonction du temps qu'on met à diagnostiquer la patiente, une sensibilisation centrale. Parce que plus on leur a dit « mais vous n'avez rien, madame, vous n'avez rien, madame », plus elle se dit « mais c'est dans ma tête, mais je suis folle, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et derrière, il y aura potentiellement du vaginisme, il y aura potentiellement d'autres douleurs. Donc là, c'est plutôt des douleurs d'intromission à l'entrée du vagin, mais il y aura des douleurs au fond qui sont spécifiques à l'endométriose, mais pas que. Parce que Charline vous l'a très bien dit, il n'y a pas que l'endométriose qui fait mal et il y a des endométrioses qui font pas mal. Donc là, notre rôle aussi, il est de... Si vous les avez en première intention, parce que des fois, vous les aurez en première intention, vous aurez des médecins généralistes qui vous prescriront rééducation périnéale ou rééducation lombo-sacrée. Et comme vous faites vachement bien votre bilan, vous arrivez sur le périnée et vous dites il y a un truc qui ne va pas. Donc vous redirigez vers les sages-femmes et vers le pôle gynécologie pour voir s'il y a une pathologie gynécologique sous-jacente. Et derrière, il n'y a potentiellement rien. Vous avez fait vos bilans, vous avez fait vos techniques, vous avez travaillé sur le tissu, vous avez travaillé sur le muscle, vous avez travaillé sur le fascia, vous avez travaillé sur le vasculaire, vous avez amené quelques techniques on appelle de thérapie cognitivo-comportementale pour la gestion de la douleur. Ça passe toujours pas, ben vous redirigez vers le psychologue. Parce qu'à un moment donné, l'intégration de la douleur, elle se fait dans le cerveau. Et ce n'est pas un gros mot et ce n'est pas une insulte que de dire aux gens « allez voir un psychologue » parce que là, je suis arrivée en limite de mes compétences thérapeutiques pour vous accompagner. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un trauma qui réactive la douleur, il y a peut-être une écoute que vous n'avez pas eue. Et c'est là aussi où on peut se focaliser peut-être sur la douleur des femmes spécifiquement. Et je trouve que les kinés, vous avez un rôle hyper important parce que vos patients, vous les voyez longtemps, souvent. Il y a vraiment une proximité qui se crée et je me doute que vous êtes des oreilles attentives pour recevoir beaucoup de confidences, presque peu importe la partie du corps que vous traitez. Et c'est là aussi où vous avez finalement ce rôle de santé globale, c'est que vous pouvez vous permettre de poser des questions que peut-être un médecin généraliste dans sa consultation rapide n'aura pas posées, peut-être n'y aura pas pensé, mais peut-être n'aura pas eu l'occasion non plus. Et j'ai vraiment envie de vous dire d'oser poser les questions. Parfois, et qui plus est quand on est en début d'exercice, quand on exerce depuis peu, on se sent nous-mêmes mal à l'aise avec certaines questions, donc on n'ose pas les poser parce qu'on n'a pas envie que le patient qu'elle se sente mal à l'aise et qu'elle voit que nous-mêmes on est mal à l'aise. Posez vos questions même si vous n'allez pas pouvoir traiter la réponse. Juste, franchement, c'est un cadeau inestimable que vous faites aux patientes qui ont des douleurs dans cette zone-là, de les entendre, déjà de poser la question. Moi, depuis que je pose systématiquement la question à toute patiente que je vois, que ce soit la première fois que je la vois ou pas,
après, je les vois, enfin pas quand je les vois à chaque consulte, mais je veux dire quand je les vois une fois par an pour des consultations gynécologiques, je leur demande toujours, est-ce qu'il y a des douleurs pendant les rapports? Est-ce qu'il y a des douleurs en dehors des rapports? En fait, est-ce qu'il y a des douleurs dans cette zone-là? Parce que c'est trop dur d'en parler, parce que trop longtemps, soit on leur a dit que c'était normal, soit on leur a dit que c'est dans leur tête. Et donc, c'est difficile de le dire, c'est difficile d'oser prendre le risque en fait de ne pas être entendues, alors qu'elles, c'est en train de jouer sur leur vie de couple, sur leur vie pro, parce qu'elles ont du mal à rester assises pendant 2 heures de réunion avec un jean qui est en train de leur brûler la vulve. Et elles se sentent hyper vulnérables, hyper anormales, parce que quand elles ont tenté d'en parler à leurs amis, tout le monde a dit « bah non, moi ça va ». Bah non, j'ai jamais entendu ça. Et qu'en plus, leur mec a dit bah, « t'es bien la première qui me dit ça ». Et elles se sentent celles qui disent bah ouais, moi aussi j'ai mal, mais il faut serrer les dents. Voilà. Et donc vraiment, en fait, c'est vraiment un sujet où juste vous allez poser la question et c'est possible qu'elles fondent en larmes devant vous et que là, vous vous sentiez peut-être bête en vous disant bah maintenant, je ne sais pas quoi faire. D'ailleurs, on va aussi peut-être vous donner des annuaires à leur donner. Mais déjà, vraiment, ne minimisez pas ce que vous êtes en train de faire quand vous dites « Ok, en fait, ce que vous ressentez, ce n'est pas normal. Oui, c'est possible que plein de fois, on ne vous ait pas entendu, mais ça non plus, ce n'est pas normal. Et on va continuer de chercher ensemble. Je ne vous dis pas que là, je vais trouver la solution tout de suite avec vous, mais il y a un truc, donc on va le trouver. » Et rien que ça, vraiment, vous allez lui redonner l'énergie de reprendre le parcours de soins. Je voulais dire, si jamais vous êtes formé en périnée, donc vous voyez des patientes qui enlèvent leur culotte. Je ne sais pas si vous connaissez ce test, mais si jamais vous ne le connaissez pas, ayez des cotons-tiges dans votre salle de consultation et vous allez toucher la zone douloureuse avec un coton-tige. Ça s'appelle le Q-tip test et ça met en valeur vraiment les vestibulodinies et c'est un truc de fou parce que parfois elles pleurent en se disant c'est exactement la douleur que j'ai pendant les rapports. C'est exactement ça. Et en fait, je ne suis pas folle parce que là, vous arrivez à la provoquer. Et vraiment, on sent chez elle qu'il y a un vrai « Ok, waouh, ça a légitimé ce que je ressentais. Oh, ça fait du bien. » Et franchement, généralement, juste à l'interrogatoire, ça suffit pour savoir que c'est une vestibulodynie. Mais ça crée vraiment une validation chez elle qui leur fait du bien. Et ensuite... La première chose à leur conseiller, même si vous ne prenez pas en charge, c'est que si toutefois c'est une douleur qui est provoquée par rapport au rapport, par rapport à certains types de vêtements, bah, on arrête ce qui provoque les douleurs. Vraiment, c'est la première chose que vous pouvez leur dire. En fait, si un rapport est douloureux, ce n'est pas normal, on arrête le rapport douloureux. Je pense que si, je sais pas, vous traitez des genoux et qu'elles ont mal dans certaines choses, c'est exactement le discours que vous avez. On arrête ce qui fait mal et on reprend progressivement. En fait, l'urgence, c'est de prendre en charge la douleur. Oui, alors je vais rebondir sur ce que tu dis parce que nous, ce que les études ont mis en valeur justement sur les douleurs tendineuses et les douleurs de genoux, c'est certes d'enlever le truc qui fait le plus mal, mais de remettre en charge progressive et d'aller chercher la douleur et d'aller provoquer la douleur. En périnéo et sur les rapports douloureux, on ne veut pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Autant sur un genou, ça fait mal, on va chercher, on va catcher un peu pour savoir si après la séance, ça va mieux, si l'isométrique, ça diminue la douleur. On va neuromoduler la douleur via l'activité physique et la contraction musculaire. En périnéo, on n'en veut pas. Parce qu'effectivement, elles ont déjà un trauma par rapport à la douleur. Elles ont ou elles n'ont pas du vaginisme, donc une réaction réflexe des muscles de l'entrée du vagin, c'est-à-dire qu'elles ne contrôlent pas cette contraction, ça se fait de manière automatique, c'est une sidération quelque part. Autant on a les sidérations musculaires sur les quadris où ils ne se contractent plus du tout quand il y a une douleur. Ben là, c'est l'inverse. Les muscles se contractent et viennent fermer. Donc on retire complètement le stimulus douloureux. On ne met pas de tampon, on ne va pas toucher la zone, il n'y a pas de rapport. Et en vrai, moi, quand je commence la consultation et que j'examine, je dis, bon, ben voilà, on va arrêter ce qui provoque la douleur, donc on va arrêter les rapports. Et c'est moi qui vous dirai quand vous pourrez reprendre les rapports. Voilà. En général, c'est bien vécu, même par les conjoints. Et si c'est mal vécu, c'est aussi une information hyper importante. Parce que si elles vous disent, oui, mais machin, nana, vous savez qu'il y a un truc à déconstruire sur le fait d'avoir des rapports douloureux et peut-être que de vous dire, ben, c'est plus mon job, c'est le job d'un sexologue ou d'un psychologue. Et si elle me dit, oui, mais mon conjoint, ça va être difficile, gros red flag, on s'en fout de ce que pense le conjoint quand elle a mal. Si lui, il n'est pas en capacité d'entendre qu'il va falloir passer 1, 2, 3, 6 mois sans rapport pénétrant
parce que sa conjointe est douloureuse. Ça amène des informations sur la gestion du couple et peut-être qu'il va falloir consulter monsieur. Nous, on leur propose de venir en consultation. Donc, soit ils viennent pour de l'éducation thérapeutique du patient et ils viennent avec la patiente, soit, et ça c'est sur les consultations classiques, soit ils ont plein de questions et ils viennent en dehors de l'ordonnance, ils viennent en HN et on répond à toutes leurs questions. Souvent, quand ils viennent, c'est parce qu'ils sont hyper curieux et qu'ils ont envie de tout comprendre et que surtout, ils ne veulent pas faire mal à leur conjointe. Des fois, ils viennent et moi, je ne suis pas prête à être sexologue, clairement. Alors, moi, je donne une image très simple pour que je transmets à mes patientes à dire à leur conjoint ou que je dis moi-même à leur conjoint, c'est si jamais ils froncent les sourcils parce que on ne va plus avoir de rapport pénétratif, ou si elles se disent bah non, mais souvent c'est ça, j'ai un peu mal, mais ça va. La question, c'est est-ce que vous croyez vraiment que votre conjoint, parce que c'est quand même plus souvent les rapports dans des couples hétéros qui sont douloureux, est-ce que vous pensez vraiment que votre conjoint, si on lui mettait un briquet au bout du gland avant chaque rapport, il aurait envie d'avoir ses rapports? Ah bah non. Alors pourquoi s'imposer ça? En fait, non, être une femme, c'est pas normal d'avoir mal. Vraiment, il y a un truc à déconstruire là-dessus qui est essentiel. Et la réalité, c'est que je pense qu'aucun mec, quand on l'imagine brûler le bout de son engin à chaque rapport, n'a envie d'avoir un rapport. Et en fait, ça crée une empathie assez naturelle. Et ça nous fait rebondir sur vraiment la conclusion de cette conférence, qui est le rapport à la douleur et les femmes. On vit dans une société qui est en train de changer, j'espère, grandement, mais la douleur des femmes, elle n'a pas forcément été beaucoup considérée. Quand on parle spécifiquement de l'endométriose et quand on voit quand est-ce qu'on a commencé à nous l'apprendre alors que c'est quand même connu et reconnu depuis des années et des années, quand on parle de la gestion des douleurs pendant les rapports, en fait, on sait que sociétalement, la douleur des femmes, elle n'est pas gérée comme la douleur des hommes. Et pourtant, les dernières études amèneraient à tendre vers le fait qu'on ne sent pas la douleur de la même manière. Et comme en plus, je vous parlais de sensibilisation centrale et de sensibilisation périphérique, comme on est parfois plus sujette à plus de douleur, on va plus vers la sensibilisation centrale. Donc le discours, elle est hystérique, elle est folle, elle ne sait pas gérer sa douleur. On parle de douleur périnéale, mais je pense aux fibromyalgiques, je pense aux algoneurodystrophies, je pense à toutes ces pathologies rhumatismales où on critique la femme pour l'expression de la douleur qu'elle a ou parce qu'elle exprime trop sa douleur et qu'en vrai, elle ne doit pas avoir si mal que ça. Il y a une vraie prise de conscience sociétale et du coup médicale de comprendre que les études qui arrivent nous amènent sur le fait que non, on n'a pas le même système de la douleur que les hommes. Déjà, de fait. Et en plus, sociétalement, on nous a appris que notre douleur, elle était normale. On a tout entendu et on cherche à déconstruire ça avec Charline, mais t'as mal pendant les règles, c'est normal. Enfanter, ça doit faire mal. Donc on minimise en plus sociétalement la douleur des femmes depuis des années, voire depuis des siècles. Et ça, forcément, ça va imprégner le schéma de la douleur de la patiente qui va elle-même minimiser sa propre douleur, de fait. Tu veux rajouter quelque chose? Tout est dit. Je suis d'accord avec toi. Non, je ne vais pas me répéter. Vraiment, on a tous un rôle à jouer et de vraiment jamais minimiser ce que c'est que d'être à l'écoute. Parfois, on ne pose pas certaines questions parce qu'on n'a pas de solution, mais en fait, vraiment, quelle chance vous offrez de pouvoir ouvrir ce dialogue. C'est la base. On va vous laisser un espace pour poser vos questions. Juste avant, Charline, donc vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux, Charline Sage-Femme. Elle a écrit un magnifique livre sur la oui, c'est vrai, qui sert énormément aux patientes, qui nous sert à nous, mais qui est vraiment un recueil de toutes les questions qu'elles peuvent se poser et de l'avoir autour de la grossesse, accouchement, postpartum. Donc c'est déjà pas mal. Douleur périnée, bien évidemment, j'en parle un peu dans le postpartum, mais voilà. Si vous avez des patientes enceintes, en désir de grossesse, n'hésitez pas. Le grand guide de ma grossesse sereine, plus de 430 pages. C'est un guide. Hein, autour de la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et ça se veut vraiment simple à lire. Une question, une réponse, maximum 2 pages par réponse pour que ce soit accessible à toutes les patientes, y compris celles qui ne sont pas forcément des grandes lectrices.
Et si vous voulez aller plus loin avec moi, à l'ITMP, maintenant, il y a qui est un institut de formation. Il y a une offre de formation assez large. Donc, quelque chose dont je suis très fière. J'ai mis longtemps à l'enfanter, cette formation, mais c'est la formation endométriose. C'est un e-learning qui est accessible à tous les kinés. J'ai volontairement choisi de ne pas la limiter à ceux qui font de la périnéologie, parce que l'endométriose, c'est une femme sur 10 classiquement. On dirait même une femme sur 5 ou sur 8 qui sont en période où elles peuvent enfanter. Donc, vous avez forcément des personnes dans votre cabinet qui ont de l'endométriose. Et cette formation, elle a beau être un e-learning, elle est pratico-pratique. Il y a du raisonnement clinique. Vous m'avez en classe virtuelle, donc vous pouvez me poser des vraies questions. Et après, vous avez des cours avec des formats podcast, donc facile et accessible. Je propose des bilans, le bilan du caisson abdominal avec Abdo-Tous. Les douleurs pelviennes, on va aller un peu plus loin à 15h à l'atelier juste là-bas. Donc vraiment, on est sur des cas cliniques, on est sur de l'échange. Vous posez vos questions, je n'ai pas de trame. Donc c'est vous qui allez faire la trame de l'atelier. Et voilà, donc on a une offre qui est vraiment de plus en plus large à l'ITMP. Julie, elle vous forme sur les bases du postpartum. Donc si vraiment la périnéo, les abdos et la douleur surtout vous intéressent, là en l'occurrence on parle de douleur, donc il y a la formation e-learning endométriose où on parle un peu de tout ce qu'on s'est dit là, et la formation pratique, le test du coton-tige, on va le voir en formation, ça sera directement en présentiel à l'ITMP. Et moi je vous retrouve sur tout le salon. Donc tout à l'heure à 15h, demain sur la sexualité et la kinésithérapie, ça promet. Et samedi, avec Julie notamment et avec Smaïn, on va faire une conférence sur la place de la kinésithérapie et du périnée. Quels sont les liens en fait? Et ça va être un peu du raisonnement clinique aussi, on va vous faire réfléchir. Voilà. Donc si vous voulez nous retrouver, c'est avec grand plaisir. On a peut-être 3-4 minutes avant que le prochain arrive. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a ouvert votre réflexion? Est-ce qu'on a été méga clair et du coup vous n'avez pas de questions? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Avec les femmes vierges, comment? Alors, je vais répondre pour moi, du coup. Moi, j'ai une grande partie de mon examen qui est sans toucher vaginal. Je fais beaucoup d'externes. Je vais beaucoup travailler en thérapie manuelle du bassin. Je vais beaucoup travailler en thérapie manuelle abdominale. Je sais que l'ostéopathie abdominale ou la thérapie manuelle abdominale, c'est considéré par le Conseil de l'Ordre comme une dérive thérapeutique parce qu'il n'y a pas assez d'études. Je fais de la thérapie manuelle abdominale toute la journée. Et vous allez l'apprendre dans la formation douleurs pelviennes parce qu'on ne peut pas gérer un périnée et un pelvis si on ne gère pas un abdomen. Donc ça fait quand même beaucoup de réponses thérapeutiques à mener en restant en externe. Après, je ne sais pas comment toi tu fais. C'est la prise en charge ou les examens? Pour des fuites urinaires. Mais tu fais pas de bilan vaginal pour des fuites urinaires chez une vierge. Tu fais un bilan du caisson abdominal, tu travailles la respiration, tu travailles l'engagement des abdos, tu vois s'il y a une synergie périnée-abdos. C'est l'atelier de midi, celui-ci. C'est pas la douleur, c'est l'atelier de midi. Sur les varices pelviennes, est-ce qu'il y a une prise en charge par les kinés? Ouais. Oui, alors c'est pas là où on est le plus performant, mais pas grand monde est performant, sauf le chirurgien vasculaire qui va opérer la varice. Mais nous, on va aller détendre le diaphragme, on va normaliser la respiration, on va détendre les tensions abdominaux et périnéales pour que ça circule bien. Ouais. On va faire des pompages, on va faire des drainages, donc on va l'aider à supporter mieux la douleur de la varice. On va utiliser des contentions. Mais on ne va pas guérir la varice. Ça, non. Mais on va améliorer le confort de vie de la patiente et la diriger vers un chirurgien et elle choisira ou non de se faire opérer. Merci. Tu peux lui passer le micro juste derrière. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre l'incontinence urinaire et les douleurs pelviennes? Il peut y avoir les deux. Le lien direct, le premier de la poule et de l'œuf, c'est exactement ça. Tu vois à nos têtes que vraisemblablement non. Il peut y avoir les deux. Oui, mais
sans conséquence. Oui. Oui, voilà. Sur un périnée hypertonique dû à la douleur, tu peux avoir des fuites urinaires parce qu'il y avait la douleur. Et donc le périnée hypertonique. Mais du coup, est-ce que tu commences par les fuites urinaires? Attention, si tu fais des fuites urinaires, tu bilantes pour des fuites urinaires, tu vois qu'il y a un périnée hypertonique, un bassin hypomobile, tu vas redonner de la mobilité avant même d'aller chercher la contraction périnéale et la normalisation du caisson abdominal. Donc, tu vas arriver sur les douleurs et peut-être que ça va te faire tilt et que tu vas dire, ok, en fait, vos fuites urinaires, on les verra plus tard. Mais là, vraiment, l'urgence. Et c'est possible que ça s'arrange comme ça. Et c'est possible, oui, c'est vrai. Bon, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que la place est prise après. C'est pas une question, je voulais rebondir sur la douleur et les larmes. Moi, je fais de la périnéologie. Et les larmes, souvent, elles viennent quand on leur dit « Mais moi, je vous crois, madame. Moi, je vais m'occuper de vous. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je vous crois. » Oui, exactement. Et Ça a été les premières prises en charge. Ça fait 5 ans ou 10 ans qu'elles sont en galère. Ouais. Et ça, croyez-les. Si croyez-les. Les femmes, croyez-les. Elles mentent pas. Elles affabulent pas. Elles sont pas hystériques. Elles disent pas qu'elles ont mal pour qu'on s'occupe d'elles. Elles ont mal. Et quand on ne sait pas pourquoi elles ont mal, eh ben, on cherche, tous ensemble. Franchement, moi, depuis que je demande à mes patientes est-ce qu'elles ont mal, je pense que les études, elles disent qu'il y a genre 15% des femmes qui sont touchées par des dyspareunies, des douleurs pendant les rapports. Moi, j'ai l'impression que j'ai 30 à 50% de mes patientes qui me disent oh, oui, mais un peu, ça va. Franchement, quand on leur pose la question, on a les réponses. Hein, c'est incroyable. Si vous faites de la périnéo, ne pas poser les questions autour de la sexualité, pour moi, c'est que vous n'allez pas au bout du projet de la périnéologie. Si vous n'en faites pas, bah, c'est tout ce que j'essaye de vous amener sur mon contenu et dans mes formations, c'est que vous ayez au moins les codes et les outils pour parler de sexualité et de santé humaine. C'est la conférence de demain, hein, périnée et sexualité. Et que vous ayez les outils pour ouvrir la parole. Et tu l'as très bien dit. À partir du moment où vous ouvrez la parole et vous libérez la parole, vous avez fait une bonne partie du job. Ouais. C'est ce que vous pouvez retenir. D'autres questions ou interventions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va s'arrêter là. Je vais laisser la place à Grégoire. Merci beaucoup. Merci à tous. Si jamais on se retrouve à 15h sur l'atelier, si vous avez encore plein de questions sur les douleurs. Et puis profitez bien du salon. Et merci beaucoup Charline d'avoir répondu présente. Merci à toutes et à tous. C'était trop bien. Merci.